Il m'a été donné dans de nombreuses circonstances de rappeler que, notamment, souhaiter demander aux hommes de presse de faire tout ce qui est possible pour que l'élection présidentielle ne soit pas une préoccupation moindre, qu'elle ne soit pas occultée par d'autres préoccupations, notamment les débats sur les activités sportives du pays. Il me semble que des progrès sont en train d'être faits par les hommes de presse et dans ce sens. Et je voudrais les remercier, les féliciter et les encourager à œuvrer davantage pour que l'élection présidentielle à venir soit d'ores et déjà la préoccupation majeure et que tous les aspects de cette élection présidentielle soient passés au crible. Parce que l'élection n'appartient pas seulement aux candidats, aux gens qui ont des ambitions. Chacun est libre d'avoir des ambitions. Mais l'élection appartient principalement au peuple. Et pour le peuple camerounais, qui a deux camps. Un camp qui est d'accord avec finalement l'inertie, l'immobilisme, le statu quo et ce que j'ai l'habitude d'appeler le peuple du changement. C'est-à-dire le camp qui est insatisfait de la manière dont les affaires du pays, les affaires publiques sont conduites, de toutes les dérives que connaît le pays et surtout de l'impact que cela a dans nos vies de tous les jours, en termes de chômage, en termes d'insécurité, en termes de délitement moral du pays, et j'en passe. Donc, ces deux camps-là doivent accepter que tous les aspects de l'élection présidentielle soient revus, passés au crible, pour que, dans ce processus déterminant, nous arrivions à bon port dans des conditions qui satisferont chacun d'entre nous. On aura regardé tous les aspects, on aura débattu de tout, de manière à ce que, au dernier moment, lorsque notre peuple doit décider, eh bien, qu'on soit certain que le peuple a décidé en toute connaissance de cause, en toute responsabilité. Aujourd'hui, c'est en quelque sorte la suite de la vidéo numéro 2, où il m'avait été donné de commencer à mettre sur la place publique une réflexion sur le bon sens des appels à candidature à adresser au président Biya. Et aujourd'hui, dans cette vidéo numéro 3, il est question de dire au président Biya les 4 raisons essentielles, à mon sens, qui justifient qu'il n'accorde pas de suite favorable à ces appels à candidature. Le président Biya n'est pas un Camerounais ordinaire. Il est un Camerounais qui a eu la possibilité d'exercer la plus haute fonction, de conduire la nation, de formater le peuple camerounais, de mettre en place un système de valeurs, de mettre en place une moralité publique,
de mettre en place une éducation, etc., etc. Il s'agit là de responsabilités structurantes du peuple, de la nation. Pour avoir conduit ces responsabilités-là 42 ans durant, sans compter l'accompagnement pendant plus de 20 ans accordé au président Ahidjo, ce que le président Biya peut vouloir faire aujourd'hui ne peut pas être rangé dans le rang de ce que tout le monde peut vouloir faire. L'ambition que le président peut avoir, aussi légitime peut-on penser qu'elle est, ne peut pas être ramenée à l'ambition que moi ou vous et moi, nous pouvons avoir. Ce n'est pas exactement la même chose. Président Biya est un compatriote spécial, eu égard à ce que je viens de dire sur les grandes missions qu'il a eu à accomplir et la façon discutable qu'il a eu à accomplir cette ou ces grandes missions-là. Certains paraissent satisfaits, d'autres ne paraissent pas satisfaits. Son âge est avancé, personne ne peut discuter de l'état d'avancement de son âge. C'est une donnée objective qui va être considérable dans la campagne électorale de ces élections, de cette élection présidentielle qui s'annonce. Certains font l'effort de vouloir banaliser la question de l'âge, mais la question de l'âge dans toutes nos sociétés, dans nos maisons, dans nos familles, n'est pas banale. Les vieilles personnes sont des personnes qui appellent une attention toute particulière et qui appellent aussi qu'on les décharge de nombreuses responsabilités parce que elles ont fait leur temps, elles ont donné ce qu'elles pouvaient donner et le souci dans toutes les familles, au-delà des familles, dans toutes les sociétés, le souci, c'est d'accompagner les personnes qui ont déjà accompli leur mission dans la société de manière à ce qu'elles terminent leur vie de la meilleure des manières qui soient. C'est en quelque sorte aussi le reflet de l'état d'avancement du point de vue de la civilisation des sociétés. Plus une société est capable de prendre en charge ces personnes âgées, de la façon dont elle prend en charge les personnes âgées, mieux cela vaut pour l'image de la société vis-à-vis des autres sociétés du monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo numéro 3, comme je venais de le dire en introduction, il est question d'évoquer les 4 raisons principales pour lesquelles je pense que le président Biya ne doit pas donner de suite favorable aux sirènes qui chantent dans son propre camp. Et les gens de ce camp, les gens du régime, font la maladresse de dire, je les entends dire cela dans les plateaux de télévision notamment, que pourquoi on s'occupe de ce qu'ils font, de leur choix, alors que nous n'avons qu'à nous occuper de nos choix. C'est un argument spécieux qui peut paraître juste à l'écoute des esprits faibles, mais dans le fond, c'est un faux argument. Parce que vous ne pouvez pas être au pouvoir, impacter de par vos comportements, vos agissements sur la vie de toute la nation et demander à la nation de ne pas regarder ce que vous faites. Ce que vous faites rend compte de la manière dont vous pouvez agir sur les esprits. C'est précisément pour cela que ce que le régime fait, les discours que les membres du régime tiennent à la veille de l'élection présidentielle ne sont pas anodins et justifient que la nation en général, mais surtout les élites de notre pays, élites sportives, élites artistiques, élites intellectuelles, élites politiques, regardent et moi je dirais, prennent la parole.
La première raison pour laquelle le président doit dire non, c'est que le président a déjà exercé pendant très longtemps. Le président a commencé à travailler en 1962, lorsqu'il rentre fraîchement de sa formation à l'étranger, en France notamment. Et il n'a pas commencé à travailler comme un fonctionnaire célibataire. Il a eu le privilège d'être là à cette époque, alors que le pays avait besoin de cadres. Il n'y avait pas une floraison de personnes instruites comme maintenant. Donc, tous ceux qui avaient un niveau d'instruction appréciable, comme lui, avaient été associés à la conduite des affaires au plus haut niveau. Il commence par accompagner le ministre de l'Éducation de l'époque, Teki Mbuma, pour ensuite occuper d'autres hautes fonctions. C'est un fonctionnaire exceptionnel, parce que c'est un fonctionnaire qui n'a occupé que de fonctions sensibles dans la structuration, dans la construction de la nation. Il y a d'autres fonctionnaires comme lui, mais de tous ces fonctionnaires qui ont bâti ce pays, il est l'un des derniers encore en vie, mais surtout encore en fonction. Et c'est cela le problème. Pourquoi le président est-il toujours en fonction? Est-ce que la mécanique de production de la ressource humaine du pays a correctement fonctionné au point où la transmission de savoir s'est-elle normalement faite? La transmission des expériences s'est-elle normalement faite de manière à ce que les nouveaux venus constituent de façon sûre leur propre expérience en utilisant le savoir et le vécu de leurs prédécesseurs? Toutes choses par ailleurs qui rentrent dans le rang des valeurs d'une société. La transmission de la connaissance, du savoir, de l'expérience, pour que les nouveaux venus au poste de responsabilité sachent comment les prédécesseurs ont réglé les problèmes qu'ils ont rencontrés et sachent être capables, au vu de ce qui s'est passé, créer de nouvelles solutions aux problèmes qui apparaissent et qui sont de l'ordre des contemporains, des gens qui sont là maintenant, après leurs prédécesseurs. Donc, l'âge du président, à 92 ans, après avoir exercé plus de 60 ans de hautes fonctions publiques, nous qui appartenons au camp, qui demandons que le président se repose eu égard aux valeurs de notre société, qui veulent que les personnes de cet âge-là deviennent des personnes protégées, des personnes déchargées et des personnes accompagnées dans leur marche vers la fin de leur vie. Nous sommes de ceux qui disons que le président doit se reposer. Et il doit dire non à ceux de son camp. Parce que quand je regarde le pays, je ne vois pas les gens qui ne sont pas dans le camp du président, qui lui demandent de ne pas se reposer, d'être le seul à porter encore la plus lourde mission. Nous sommes dans le camp de ceux qui disent que ce que nos frères d'en face, c'est-à-dire nos frères du régime, qui appellent le président à ne pas arrêter de travailler, à ne pas se reposer, ce qu'ils sont en train de faire,
rentre dans l'ordre des antivaleurs. Le phénomène n'a pas commencé aujourd'hui. Il s'amplifie tout simplement. Il est un héritage. L'appel à candidature, c'est une pratique héritée de l'époque du parti unique. Le président Ahidjo n'a fait que cela. Dans toute la période où l'UNC a régné dans ce pays, à chaque élection, les dignitaires de l'UNC, personne ne s'est senti capable de dire « moi, je peux continuer le travail du président Ahidjo ». Tous se muraient dans des comportements de flagonneurs, de guillotisme, si le mot existe, appelant le président Ahidjo à continuer le travail. Au point où l'histoire raconte le désarroi de certains lorsque Ahidjo leur a signifié sa volonté de démissionner. Nous nous souvenons encore de l'effroi, la peur, la stupeur qui avait gagné tout le pays le soir où Ahidjo annonce sa démission. C'était vécu comme quelque chose d'extraordinaire. La démission du président Ahidjo, elle était inacceptable. Les gens se sont mis à se comporter comme s'ils avaient été victimes d'un coup de massue parce qu'ils avaient grandi en imaginant tout, sauf l'idée que le président pouvait démissionner. Or, ils avaient en même temps l'idée que le président était un élu. Comment pouvez-vous considérer qu'un élu ne peut jamais décider de s'arrêter? Donc, le président Ahidjo a régné 25 ans durant. Il semble que ce qu'il a appris aux gens, 25 ans durant, ce n'était pas de se déterminer. Il n'a laissé à personne dans le parti la possibilité de se positionner en disant « moi, je peux continuer le travail ». Le président Ahidjo, 25 ans de règne, a estimé que ce n'était que lui qui pouvait savoir qui avait accompli l'accompagnement nécessaire, qui l'avait accompagné de la manière la plus digne, qui inspire le respect, qui avait fait tout cela d'une manière qui nécessite qu'il puisse mériter le choix du président. Et le président a choisi en nos lieux et places son successeur. Mais qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons dans la société camerounaise? Nous voyons que toutes les organisations politiques qui se sont créées après l'UNC fonctionnent exactement dans le même modèle que l'UNC. Chacune d'entre elles, qu'elle soit née à l'époque du parti unique, comme le RDPC, qu'elle soit née après l'époque du parti unique, nous nous rendons compte que ce qui s'est passé durant les 25 ans du règne du président Ahidjo a impacté dans les mentalités, a construit un type de société camerounaise, la société politique camerounaise, où l'idée d'alternance est perçue comme une défiance, comme un crime de lèse-majesté. Tous ceux qui sont fondateurs des partis politiques fondent aussi un culte de la personnalité. Ahidjo l'a fait. Tous les autres qui ont suivi, nous voyons que quand ce n'est pas la disparition du leader par la mort, ce n'est jamais un remplacement du leader par des voies démocratiques internes à chaque parti. Donc, l'âge du président est tellement avancé, physiquement, tout le monde voit que le président
n'est plus en capacité d'exercer convenablement des fonctions que jadis, on nous a présentées comme des fonctions lourdes, qui n'étaient pas données à n'importe qui d'exercer. Maintenant, on veut nous présenter la même fonction comme une fonction que quelqu'un qui n'a plus toutes ses aptitudes peut exercer, comme si la fonction avait été vidée de toute sa substance. Parce que si la fonction n'a pas été vidée de sa substance, eh bien, nous sommes en droit de continuer à considérer que la fonction présidentielle aujourd'hui est d'autant plus lourde qu'elle était hier, elle le sera toujours demain, après-demain, à tout moment, la fonction de président de la République sera toujours une lourde fonction. Ceux qui appellent donc le président à ne pas s'arrêter, à ne pas se reposer, violent notre culture, ils violent notre façon de gérer les personnes âgées, ils violent le bon sens qui voudrait que, à un certain âge, par rapport à certaines fonctions, je dirais même finalement, par rapport à toutes les fonctions au sein de la société, nous voyons nos mamans qui sont fort âgées, ce n'est plus elles qui vont au marché, ce n'est plus elles qui font la nourriture à la maison, on fait tout ça à leur place. Sauf le président de la République. Eh bien, pour son âge, le président a le droit de dire non à ceux qui l'appellent à se présenter. Le temps qui nous est imparti commande que je vous dise, par rapport à cette première raison, que nous allons parler de la deuxième raison dans la vidéo numéro 4. Et je terminerai simplement en disant aux enfants du pays que le pays a besoin de vos intelligences. C'est pour cela que je félicite Babi Sakana, un enfant du pays, formé, instruit, qui n'a pas cru nécessaire de se taire. Il a élevé la voix. J'appelle les autres élites à élever la voix. Parce que vous êtes des élites, vous participez au guidage de la société. Vous ne pouvez donc pas rester silencieux alors que les grands moments du pays se mettent en place, les dérives qu'on n'aimerait pas voir sont aussi en train de se mettre en place. Les conditions de réalisation du pays se mettent en place et vous vous taisez. Autorités distinguées, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. Je vous invite à prendre la parole, quels que soient les camps dans lesquels vous pouvez vous retrouver. Bonsoir et à la vidéo numéro 4.